Donc, merci d'être venu sur Zoom pour partager avec nous ce petit moment de projection débat de Food Cop, justement, qui fait partie d'un cycle qu'on va essayer de mener au Moulin à Café sur des projections débats, voir et agir. L'idée est de faire naître des réflexions autour de sujets de société qui sont plus ou moins proches des valeurs du Moulin à Café et globalement de l'engagement associatif 14e encore mieux. Donc voilà, donc même si on ne peut pas vous accueillir à l'intérieur du café, on est tous là en même temps par la pensée. Donc voilà, donc merci à Mediatico d'héberger Zoom et cette projection. Donc Fred, si tu veux prendre le relais ou... Merci Thomas Egalinck. Merci au Moulin à Café évidemment pour l'organisation de cette table ronde en distanciel. C'était important de la maintenir malgré le reconfinement parce que vous savez que nous venons d'entrer dans le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le mois de l'économie sociale et solidaire qui est coordonné par ESS France. L'économie sociale et solidaire, c'est quoi? C'est cette économie qu'on met au service d'un projet social, qu'on met au service de la solidarité. C'est une économie dans laquelle le mouvement coopératif tient une place historique, puisque les premières coopératives, elles remontent au 19e siècle. Ça fait plus de 150 ans que l'économie sociale et solidaire et que les coopératives existent. Et pour un média comme Mediatico, que j'ai créé il y a 6 ans pour redonner du sens à l'économie en parlant d'économie sociale et solidaire, évidemment, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour promouvoir les valeurs de la coopération. Et puis pour le Moulin à Café, effectivement, Thomas, tu l'as dit, c'est un moment important aussi parce que le Moulin à Café lance ce soir un cycle de ciné-débat engagé qu'on avait prévu il y a longtemps déjà, qu'on aurait voulu donc tenir en présentiel sous forme de dîner-débat dans la salle du Moulin à Café, mais ce sera pour plus tard. Et c'est un cycle qui s'intitule effectivement Voir et agir. L'objectif, c'est de voir ensemble un reportage plutôt positif sur l'écologie, le social, le local. Ensuite, on va discuter, on va essayer de trouver des réponses à nos questions de citoyens. Et puis pour finir, on cherchera le moyen d'agir à notre niveau parce que si après tout ça, si après le temps qu'on a passé ensemble, on se contente de rentrer chez soi pour aller se coucher, bon, c'est un peu dommage. Et donc, voilà, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut agir ensemble. Et mon rôle ce soir, ça va être celui d'être le fil rouge pendant ce temps d'animation. Ça va être aussi d'être le gardien du temps. Mais avant de commencer, on va faire un petit détour du côté technique, du côté de la technique de cette animation en distanciel. Et je vais vous présenter Manon Bozek de Mediatico. Elle travaille avec moi chez Mediatico. Et c'est elle, quand on fait des animations comme ça, de réunions en ligne, qui nous explique cette partie technique et qui a ensuite, un petit peu plus tard, un autre rôle de synthèse des questions qui sont posées par le public. Manon, la parole est à toi. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci Frédéric. Donc, comme le disait Frédéric, moi je suis en charge du développement chez Mediatico. Je travaille avec lui depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et bref, au-delà de cette présentation, il y a une nouvelle personne qui arrive avec nous. Moi, je vais vous parler des aspects techniques du coup de cette réunion en visioconférence. Donc, comme vous avez pu le voir, vos micros, ils sont coupés. C'est normal, en fait, tous les micros des participants sont coupés pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec les micros des intervenants. À côté de ça, vous avez le choix d'activer ou non votre vidéo. Si vous souhaitez la désactiver, du coup, vous avez le petit icône vidéo en bas à gauche. Vous pouvez cliquer dessus pour arrêter la vidéo ou la continuer. Au-delà de ça, vous avez un petit icône participant juste en bas avec du coup le nom des personnes qui va s'afficher, des personnes qui participent du coup à cette réunion Zoom. Il ne faut pas hésiter à vous renommer si vous voulez. Mais bon, là, je pense que tout le monde est OK. Vous vous connaissez à peu près tous et vous faites tous, je pense, partie du Moulin à Café. Peut-être pas, mais en tout cas, si vous souhaitez vous renommer, il ne faut pas hésiter. À côté de ce petit bouton participant, vous avez le bouton converser, donc qui se situe en bas au milieu de votre écran. Sur ce bouton-là, en fait, vous pouvez inscrire votre message qui sera visible par tous. Et c'est via ce biais-là que en fait, moi, je récupérerai vos questions et remarques si vous en avez. Et comme le disait Frédéric, du coup, il y aura une petite synthèse qui sera faite de ces questions-là. Et même à un moment donné, je vous redistribuerai la parole
pour qu'en fait, vous puissiez tous poser vos questions aussi en direct. Et enfin, sachez que cette vidéo-là, du coup, cet enregistrement, pardon, cette réunion, elle est enregistrée et elle sera potentiellement diffusée après sur les réseaux du Moulin à Café ou peut-être réutilisée aussi par COP14. Voilà, j'ai terminé pour mon point technique. Merci beaucoup Manon. Alors, comment va se dérouler cette séance? Je vais d'abord inviter Thomas Egalin à nous présenter le Moulin à Café pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on ne sait jamais. Qu'est-ce que c'est qu'un café associatif? En quoi est-ce qu'il est aussi coopératif? Ensuite, on va regarder ensemble un petit film de 10 minutes sur YouTube, sur le supermarché coopératif de Brooklyn, le Park Slope Food Coop. C'est un film de Thomas Booth. Et puis, j'inviterai Stefano Sironi à nous parler de COP14, l'association dont il est vice-président et donc dont on va parler toute la soirée. Je discuterai un petit peu avec lui, puis vous pourrez lui poser vos questions par écrit pendant toute la séance. Et puis à un moment, donc, Manon, comme elle vient de vous le dire, elle va déverrouiller les micros un par un pour entendre vos questions. On va démarrer tout de suite avec Thomas. Thomas, donc, toi, tu es le responsable du Moulin à Café. Pour qui ne connaîtrait pas encore ou déjà le Moulin à Café, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ce que c'est et quand il a été créé? Ah, alors son micro est désactivé. Alors, il faut que les animateurs, donc Stefano, Thomas, moi et Manon, qu'on ne coupe pas nos micros, sinon vous ne pouvez plus les réactiver vous-même. Exactement, j'ai voulu limiter les interférences. Bref. Le Moulin à Café, c'est un café associatif qui a été créé par les habitants du quartier, donc qui est une association. Et l'association, je crois, a démarré en 2004 et l'ouverture du café, c'était en 2006, donc il y a bientôt 15 ans. Euh, L'idée, c'est de partager des repas ou des activités pour favoriser le lien social entre les habitants du quartier et même au-delà, en fait, toutes les personnes qui se sentent liées par la solidarité, la convivialité, la culture et tout ce genre de choses. Euh, le Moulin à Café, il repose sur l'engagement des personnes, que ce soit des adhérents, alors qui bénévolent ou pas, mais je dirais presque 80 bénévoles qui s'impliquent au quotidien. Alors, pas tous les jours en même temps, mais ils s'impliquent au quotidien pour faire vivre ce lieu, justement, que ce soit en cuisine, que ce soit en communication ou autre, et le tout en bonne coopération, justement. Donc c'est là que se trouve la dimension coopérative en fait, du Moulin à Café finalement. Exactement. Si chacun fait un petit peu, le café roule. Donc, que ce soit les personnes qui viennent déjeuner et qui ensuite débarrassent leur couvert, le mettent près de la vaisselle. S'ils veulent faire la vaisselle, c'est aussi bienvenu, mais pour ça, on a des bénévoles qui tournent, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, l'idée, c'est que si chacun propose des choses et fait un petit peu, le café, il se développe, il évolue. Donc voilà, et c'est surtout l'idée que le café est tenu par des bénévoles pour les gens du quartier, en fait. Donc en ça, ça rejoint en fait les coopératives, j'imagine. Et alors en quoi est-ce que c'est de l'économie sociale et solidaire, Thomas, le Moulin à Café? Euh, le Moulin à Café, c'est d'abord donc une association qui a une gouvernance assez horizontale, où chacun fait un petit peu. Chacun a une tâche, entre guillemets, pour que, pour que tout fonctionne correctement. On promeut le bien manger, l'alimentation durable. On promeut aussi la solidarité, la convivialité, donc tout ce genre de choses qui sont des valeurs fondamentales de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà, on n'est pas une multinationale. Le peu qu'on arrive à mettre de côté, et c'est très très peu, trésorier pour en témoigner, euh, c'est fait pour réimpulser dans les activités du café. Donc, Voilà, c'est ça, un projet économique, parce qu'évidemment, il y a de l'argent qui rentre, on vend des boissons et des repas, mais c'est de l'économie qui est mise au service d'un projet social de quartier pour créer du lien entre les gens, et notamment vis-à-vis des personnes qui sont isolées, des personnes qui ont envie d'être ensemble, qui ont envie de faire des choses ensemble. Voilà. Merci beaucoup Thomas. On va se tourner vers Stefano Sironi. Alors Stefano, merci d'être avec nous.
Tu es donc le vice-président de l'association COP14. Alors, avec toi, on va parler de COP14 dans quelques minutes, bien sûr, mais je voudrais d'abord que tu nous dises depuis quand tu connais le moulin à café et qu'est-ce qu'il représente, le moulin à café, pour toi et peut-être pour COP14 aussi. Alors, bonsoir tout le monde. Un petit coucou à Cyril, qui peut-être vous ne le savez pas, mais il produit le miel du parc Montsouris. Donc, c'est une découverte pour les gens qui sont avec nous, peut-être. Et non, je connais le moulin à café depuis 2013, c'est-à-dire du moment où je me suis installé juste au-dessus du moulin à café, parce que j'habite à la résidence d'Ido. Donc, par mes fenêtres, moi, je vois la queue qui est normalement en dehors du moulin à café avant l'heure du déjeuner. Et donc, j'ai commencé à profiter de ça naturellement, on va dire, parce que j'aime bien le côté village qu'il y a notre quartier. Et donc, je me suis retrouvé tout de suite, comment dire, partante pour l'idée du café associatif. Je trouvais ça une chose qui était très bien pour les gens du quartier et voire un peu plus éloigné, parce que je sais qu'il y a des gens qui viennent parfois accompagner des gens du quartier pour profiter ou de quelques ateliers ou bien du déjeuner ou bien du dîner, bien évidemment, quand la Covid le permet. Et donc, ça fait 7 ans que moi, je fréquente le moulin à café. Je n'ai pas renouvelé comment dire, mon adhésion pour des raisons que je ne m'explique pas. Mais il ne faut pas le dire. Hein? Il n'est pas trop tard. Non, mais je me suis dit, juste avant ce dernier confinement, mais peut-être c'est mieux que je profite du moulin à café, donc je paye un peu plus pour mes repas que je prends assez régulièrement. Et donc, ça fait peut-être un petit peu d'argent en plus. Et j'attendrai après le mois de janvier pour réadhérer et partir pour une nouvelle saison. C'est une stratégie. Je suis venu quand même avec du monde, avec moi. Je suis venu avec mes fils, avec des amis et tout ça. Et donc voilà. Donc, je pense de faire ma partie. Donc, Stéphano, il est très malin. Il essaye de nous expliquer que ne pas adhérer, c'est un acte de militantisme. Bravo, bien Stéphano. Oui, c'est un militantisme un peu, comment dire, un peu à ma sauce. D'accord. Ok, merci Stéphano. Donc, on va se retrouver dans une petite dizaine de minutes. On va commencer par regarder ensemble le film dont je vous parlais sur YouTube, sur ce supermarché coopératif de Brooklyn, qui en a inspiré beaucoup d'autres aux États-Unis et en Europe, et notamment en France, le Park Slope Food Coop. Alors évidemment, il faut qu'on repasse un tout petit peu sur le point technique. Manon, comment est-ce qu'on va se débrouiller? Parce qu'on ne peut pas diffuser une vidéo à travers Zoom, parce que la connexion sera beaucoup trop mauvaise, ça va laguer, le son ne sera pas synchronisé, ça va être très mauvais. Donc comment on va se débrouiller? Alors en fait, c'est très simple. Là, je viens de vous mettre dans le chat, donc au niveau du bouton converser, le lien du coup de la vidéo YouTube qu'on va tous visionner ensemble. En fait, il faut que vous cliquez juste sur ce lien sans quitter Zoom. Et après, en fait, on va se retrouver dès 19h pour discuter de nouveau tous ensemble. Donc voilà, donc le lien, ou alors vous pouvez aussi faire un copier-coller tout simplement dans votre navigateur sur Internet et vous visionnez la vidéo. I think the line can start moving up now. Thank you. Can I ask you a question? What do you do for a living? I'm an elementary school teacher. I found it like twice, and I was so angry by the time I got home. So mad at myself. You know? What do you do for a living? I'm a social worker. Yeah. Et voici le Park Slope Food Co-op, qui, tout en payant un prix plus que juste aux fermiers, propose une alimentation, beaucoup disent la meilleure à New York, à des prix incroyablement bas. Comment est-ce possible? Pour avoir le droit de faire ses courses à la coop, il faut y travailler, à titre bénévole, 2 heures et 45 minutes par mois.
à l'époque où Park Slope était fondé, dans les années 70, de telles petites coopératives étaient nombreuses, mais celle-ci est rare en qu'elle a gardé son obligation de travail tout au long des années 80, une période où la plupart des coopératives avaient disparu ou bien changé leurs règles pour que l'adhésion ne s'y fasse plus sur une base de travail bénévole, mais pour un droit d'inscription contribuant au capital du magasin. Aujourd'hui, en pleine crise économique, le nombre d'adhérents à Park Slope a monté en flèche pour atteindre 16 000. Et il ne peut pas aller plus haut, il n'y a plus de place. Déjà, la coopérative a racheté des bâtiments à côté, augmentant la surface de 500 à 1000 mètres carrés, mais elle ne peut plus s'agrandir. Elle est bloquée de part d'autre d'une caserne de pompiers et d'une école catholique. Aujourd'hui, il peut arriver donc qu'on fasse la queue, même avec 11 caisses opérationnelles, pendant 40 minutes. We have the next person down here, please. Et se frayer un chemin à travers le magasin nécessite qu'on fasse ce que les membres appellent la danse de la coop. On bouge, on s'arrête, on dit tous les 10 secondes « Pardon, excusez-moi, pardon ». Des contrôles minimaux ont été mis en place pour réguler le flux de nouveaux membres, et le coop accepte maintenant que ces membres puissent faire leur travail mensuel en aidant une des 6 autres coopératives alimentaires en New York qui se dépêchent à ouvrir afin de satisfaire cette demande énorme. Donc, tous les caissiers, tous les manutentionnaires sont des bénévoles. Les gens qui répondent au téléphone, ceux qui découpent et emballent les fromages, ceux qui viennent à 5h30 le matin pour réceptionner les livraisons, et ceux qui balayent à 22h30 juste après que le magasin ferme, tous font leur travail gratuitement. Au total, 75% de la main-d'œuvre à Park Slope est bénévole. C'est ce système participatif qui lui permet de proposer des prix tellement bas pour une alimentation d'une qualité tellement bonne. Dans la plus grande chaîne des magasins bio aux États-Unis, les brocolis coûtent 5,25 € le kilo. À la coop, ils coûtent 3,25 €. Les avocats bio dans cette grande chaîne sont à 2 € la pièce. À la coop, ils coûtent 1,05 €. Ça, c'est moins cher que les avocats non bio au supermarché normal du coin. Ezekiel 4:9, des céréales bio bizarres pour le petit déjeuner qui suit fidèlement une recette qu'on trouve dans un chapitre de la Bible et qui, aux États-Unis, est très appréciée des amateurs de vie saine, qu'ils soient athées ou croyants. À la coop, elles coûtent 2,90 €. À la grande chaîne bio, elles sont à 4,55 € le paquet. Et le cream cheese de la marque Philadelphia, une espèce de fromage tartinable, un peu plastifié et loin d'être bio, mais indispensable pour beaucoup de New-Yorkais pour étaler sur leurs bagels. À la chaîne bio, 2,40 € la boîte. Au supermarché normal, 2 €. Et à la coop, 1,15 €. Ce modèle, fondé sur le travail bénévole, a un autre effet important, un surplus de main-d'œuvre. Faire ses courses à la coop est, dans une certaine manière, une expérience de luxe. Ceux qui ne sont pas les manutentionnaires ou caissiers sont, par exemple, je ne sais pas comment on appelait ce poste, la personne qui t'accompagne à pied, chez toi, à ta voiture ou à ton arrêt de métro, et puis ramène ton chariot pour toi. Ou bien il y a une trentaine de personnes qui produisent mensuellement un journal qui parle des enjeux de la coop et qui aide passer le temps quand tu fais la queue et qui en fait s'appelle The Line Waiters Gazette ou, en français, la Gazette des faiseurs de queue. Il y a des postes pour les gens qui font des choses comme organiser des concours de talent ou des soirées de cinéma et, essentiel, 5 nuits par semaine, il y a quelqu'un qui lave les jouets. Pourquoi laver les jouets? Parce que ce surplus de travail bénévole permet aussi à la coop d'avoir une crèche où tu peux laisser tes enfants alors que tu travailles ou que tu fais tes courses. I'm already up here, getting all the stuff. You're dressed up like a movie star today, and Nobody told me, but you know how I'm dressed all the time. That's good. So, hey, arugula, you can send me arugula. All right. So what's coming in, Alan? this is arugula that's been harvested in the last day or two. Very fresh, young leaves, very spicy.
power breakfast. And as you can see, it's gorgeous. There's two jobs. We're going to take the daikon greens that are loose and give them to the soup kitchen. Okay. We're going to take the fennel bulbs, face the shopper, and the fronds face this way. Right. So these are right, These are right, and those okay. are backwards. And get off, take these greens off of these? Yeah. Or take them off or just get the loose ones? Only the loose ones. Only the loose ones. This All is right. actually a radish nose with the daikon. All right. Tiny daikon. Thank you. So what we're trying to do here is fit in 20 baby local greens in a space that can hold 10. So we're struggling just to make it fit, but when it comes to buying the first great greens of the year, we are out of control. So That's happening now. that's happening now. You can see that all, if you look, baby Mizuna, baby tatsoi, baby beet greens, you just, if you like beets, this is the essence of the beets. They're all there, but we can't fit them. How long will these stick around on the shelves? Most of what you see will sell today. Yeah. What's your name? First name? Gina, Where are you from? New York City. Did you grow up here? Yes. What do you do for a living? I work at the utility company. How long have you been a member of the co-op? About 30 years. What do you think of the co-op? I love it. My name is Ari Grados, and I am an artist. I'm originally from Israel, moved to the United States in '64, lived in Park Slope for 34 years. Is that one? Yeah, and I'm a food co-op member for 7 years. Okay. Yeah. Okay, I'm Diana Gratis. I'm Ari's wife. I'm originally from the Bronx, and we've both lived in Park Slope for 34 years, and I'm a psychotherapist and a farmer. And what do you think of the co-op? Love it. I mean, we love it. I mean, you meet wonderful people here, and the atmosphere is great. Right, I can't say shopping any other way. It's You a know? good model. I mean, Yeah. I think a good model for the future The future of? of the country. It's just a different way of doing things, less materialistic. Because people are Not all very- about profit. So my name is Tanika. I am from Jamaica originally by nationality. I grew up right here in New York, was raised in Queens, and I'm a chef educator for a living. So I teach people how to cook and eat foods in season and make it fun. I really, really love the co-op. At all of the places where I teach, I encourage my students to become a member, especially when you're trying to eat things locally and seasonally. I mean, you can get fiddlehead ferns here, you can get young garlic, spring onion, young onion, and ramps, leeks that are all freshly brought in, and so that is amazing. So in terms of supermarkets, not farmers market, this is the best place in New York to get produce? Yeah, hands down by far. When it comes down to quality and constantly being present and price, it's definitely here. Okay, my name is Christopher Forrester. I'm from Trinidad, migrated to America in 1988, and I am employed with the New York City Transit as a train operator. What do you think of the co-op? Well, I've been a member of the co-op for over 10 years, and it is really, really good. It's difficult for me to eat the way I'm eating right now if I'm not a member of Park Slope Food Co-op. It costs me a lot more money. Je m'appelle Valérie et je suis française, je vis à New York depuis 20 ans. Je travaille à la coopérative à plein temps et qu'est-ce que vous pensez de la co-op? le coop c'est le bonheur. J'étais membre à la coopérative depuis 10 ans avant de devenir un employé à temps complet
Et la coopérative, c'est super parce qu'on y trouve des produits d'excellente qualité à des prix excellents. Et puis aussi, il y a ce côté un peu proactif que le coop a sur des idées telles que l'environnement et la nourriture biologique. Et c'est en fait, c'est bien de pouvoir venir faire ses courses et en même temps se dire que on est en train d'aider le fermier qui vit au nord, des petites communautés en fait, plutôt que de soutenir des grosses agricultures. Et est-ce que vous croyez que ça peut marcher à Paris, par exemple, quelque chose comme ça à Paris? Il faut plutôt se demander pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas à Paris. Qu'est-ce qu'il y a à pas aimer? Il y a un esprit individuel aux États-Unis qu'on trouve peut-être pas autant en France. C'est pas très bien vu par les Français, ce côté je fais ce que je veux quand je veux. Ça a du bon et ça a du mauvais. C'est peut-être ça qui fait que la coopérative, que les gens se disent si j'ai envie de faire ça, je peux le faire et allez, on y va. Et alors qu'en France, on est un peu plus... je sais pas, il y a moins cet esprit entrepreneur peut-être. On attend peut-être plus du gouvernement, de la société. Donc peut-être que ça, ce serait une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de coopérative en France. Première leçon que je tire de ce petit visionnage, c'est que d'abord, ça fonctionne de regarder une vidéo sur YouTube pendant qu'on reste connecté sur Zoom. Ça nous ouvre des possibilités au moulin à café. On va pouvoir, on va pouvoir faire des choses intéressantes. Bon, pourquoi ça ne marcherait pas à Paris, nous dit cette Française installée depuis 20 ans à New York. Voilà une bonne question, Stéphano. Mais pourquoi ça n'a pas pu marcher si longtemps à Paris? Oui, alors je peux dire quelques mots là-dessus. Et donc, le reportage remonte à 2013, si je ne me trompe pas. Et donc, à partir de là, il y a 4 ans à peu près, mais ils ont quand même démarré 4 ans avant, donc en 2012-2013, à réfléchir. Et il y a 4 ans, ouvert la Louve dans le 18e, c'était le premier supermarché coopératif qui a ouvert en France. Alors, on va en parler de la Louve, on va en parler dans 1 minute, mais avant, je voudrais juste te poser juste une question sur le Park Slope Food Coop. Il est à Brooklyn, on vient de voir comment il fonctionne, donc évidemment, visuellement, le reportage vidéo nous permet de plonger dedans, et c'est ça qui est particulièrement intéressant dans la fonction du reportage. Je voudrais savoir si ce supermarché coopératif de Brooklyn a inspiré le projet de COP14. Alors, ce reportage qui est la synthèse d'un documentaire qui dure 1h10, qui malheureusement, on ne peut pas voir via YouTube, mais il faut aller le voir au cinéma. Et il y a encore la possibilité, d'ailleurs, nous, on a fait une séance juste avant le confinement au Chapelain d'Enfer. Et on était, il y avait avec nous aussi les metteurs en scène. Le metteur en scène, c'est un Américain qui vit à Paris depuis pas mal de temps et qui a lancé le premier supermarché parce qu'il connaissait des gens qui travaillaient, qui achetaient dans le supermarché de Brooklyn. Il faut savoir, il a ouvert en 1973. Donc, la superficie de 1000 mètres carrés qu'on a entendu dans le reportage, c'est exactement la superficie de la Louve dans le 18e. Donc, c'est pour cette raison qu'ils s'appellent tous les deux supermarchés. En revanche, nous, avec notre petite taille de 200 mètres carrés, on a préféré, même si pendant un certain temps, on avait même sorti un logo avec supermarché coopératif, en effet, on a changé d'avis et la nouvelle dénomination du futur point de vente est COP14, magasin citoyen. Donc, citoyen parce que l'idée est née, comment dire, par des habitants du 14e, plutôt côté Port d'Orléans, entre Port d'Orléans et Montsouris et Carrefour Alésia. Donc, c'est pour cette raison que
on a décidé d'ouvrir notre point de vente dans ce quartier-là. Je vous dirai après exactement où. Oui, on en parlera un petit peu plus tard. Voilà. Et donc, bien évidemment, tous les supermarchés qui ont ouvert en France, à partir de la Louve, qui a été le premier à ouvrir en France il y a 4 ans, ils sont tous inspirés du supermarché coopératif de Brooklyn. Là, il y en a combien aujourd'hui en France, Stéphane? Il y en a à peu près une cinquantaine. Il y en a une cinquantaine et il y en a qui ouvrent tous les mois. Et donc, c'est une bonne chose. Ça veut dire que ça marche. Donc, l'amie française qui travaille au Park Slope Food Coop de Brooklyn, il avait dit, bon, je ne sais pas, ça va marcher, ça ne va pas marcher. Les Français, ce n'est pas les Américains. Bon, eh ben non, les Français, comment dire, adorent ce concept. Voilà, et donc c'est pour cette raison qu'il y en a de plus en plus qui ouvrent. Et donc, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de s'investir dans un projet coopératif, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement d'acheter dans le supermarché. Bien sûr. Stéphano, juste pour bien comprendre, est-ce que toi, tu es allé à Brooklyn? Est-ce que tu as visité ce supermarché coopératif? Alors, malheureusement, non. Je ne suis pas allé à Brooklyn. Donc, ton inspiration ne vient pas de là. Est-ce que l'inspiration de COP14 vient du film que nous avons regardé ensemble? Est-ce que c'est ça la petite graine qui a été semée, qui arrive aujourd'hui à aboutir à la création d'un magasin citoyen dans le 14e? Alors, dans un certain sens, oui. C'est-à-dire que les premières personnes qui ont réfléchi à monter ce beau projet, en effet, ils étaient déjà coopérateurs au Grain de Sel, qui c'est un autre supermarché coopératif qui est dans le 13e arrondissement de Paris. Et après, il y en a un 4e qui est la COP 400 Coop, pardon, qui est dans le 11e arrondissement. Et donc, certaines personnes avaient déjà, comment dire, une familiarité avec le système coopératif. Et en même temps, c'est aussi, comment dire, une réflexion qui a fait une personne qui s'occupe du locavore de Paris-Alésia, qui était un peu à l'origine, qui était le moteur de cette nouvelle expérience qui a démarré au mois de mars et qui s'est dit, mais finalement, les gens demandent ça. Et donc, pourquoi pas ne pas ouvrir un point de vente dans le 14e arrondissement? Alors, si je comprends bien, les différents magasins coopératifs qui existent déjà sont en réseau, en quelque sorte. Vous connaissez, ça veut dire que COP14, qui n'a pas encore ouvert, hein, est en relation avec la Louve, est en relation avec le magasin du 13e. Comment est-ce que se passent les interactions entre vous? Alors, il n'y a pas du tout de rivalité entre les différents points de vente. Mais il y a une vraie coopération, c'est-à-dire qu'ils se sont mis à notre disposition pour nous, comment dire, sur la base de l'expérience déjà faite. Donc, il y a certaines erreurs qui ont été commises quand chacun a lancé son propre projet et qui ont eu le temps de rectifier en cours de route. Et donc, du coup, on a partagé toutes ces problématiques. On est encore en train de le faire et on le fera dans la suite. Et pour essayer de monter un projet bien ficelé et en profitant de l'expérience déjà menée dans les autres points de vente. Donc, je peux dire, oui, on est copains, on est tous copains, on est tous dans la même aventure. Et après, c'est indépendant du fait qu'on ait 200 mètres carrés plutôt que 1000, plutôt que 400 ou 600 comme les Grains de Sel. Mais peu importe, c'est-à-dire on est tous dans le même grand projet qui est parti de Brooklyn et qui, comment dire, est partagé de plus en plus par les gens des différents quartiers où les magasins s'installent. Alors, dans le 14e arrondissement, le projet COP14 devrait ouvrir, si je ne me trompe pas, au printemps prochain. Mais faire naître un projet, ça prend du temps. Donc, j'ai envie de savoir quand est-ce que c'était que vous avez décidé de lancer l'association COP14 et quand est-ce qu'ont eu lieu les premiers groupes de travail? Ça a pris combien de temps en fait pour accoucher de ce projet COP14?
Alors, les premières réflexions entre 3 ou 4 personnes qui habitent à côté de la Porte d'Orléans ont démarré au mois de mars, juste avant le confinement, le premier confinement. Ont continué à la suite, même pendant le confinement. Et en même temps, il y a plusieurs amis ou personnes qui étaient en contact avec ces personnes qui ont commencé à s'intéresser au projet. Et donc, du coup, même en étant confinés, le projet a commencé à prendre forme. Et moi, par exemple, je les ai rencontrés pour la première fois, c'était un hasard, mais comme dans pas mal de choses, c'est le bouche à oreille qui marche le mieux. Et donc, je suis rentré en contact à travers une amie qui m'a invité à une réunion de communication de la COP14. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oui, je viens voir et ça m'intéresse. Surtout que c'est un peu ma vie, la communication, parce que j'ai travaillé pendant 30 ans. Et donc, j'ai participé à une réunion très conviviale sur une pelouse du Parc Montsouris. Donc, là, c'était notre salle de réunion. Il faisait bon, c'était juste avant l'été et juste après la fin du premier confinement. Et donc, il y avait plusieurs groupes de travail qui étaient déjà installés, une dizaine, c'est-à-dire entre 70 et 80 personnes qui portent réellement le projet, donc ils font partie des groupes de travail. Et donc, au mois d'août, entre juillet et août, on a lancé l'association, donc on a créé l'association, qui est l'association COP14, qui porte le projet du magasin coopératif. Alors c'est intéressant parce qu'en fait c'est allé assez vite. Un projet qui naît au mois de mars et qui au mois de novembre sait qu'il va ouvrir dans quelques semaines ou quelques mois, ça va en fait beaucoup plus vite que ce que je ne pensais, donc tant mieux pour vous. Dis-nous Stefano, au départ quel était le diagnostic que vous avez posé? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un magasin citoyen coopératif dans le 14e arrondissement au sud de Paris? Alors, il y a différentes raisons. Déjà, c'était une volonté de certains habitants du quartier où on va s'installer, qui étaient déjà coopérateurs dans le 13e arrondissement. Et donc, vu que les autres points de vente, ils étaient plutôt dans la partie rive droite, on va dire, de Paris, on s'était dit, pourquoi pas ne pas se développer en partant du 13e où il y a l'autre magasin, de continuer dans le 14e pour aller après, pour donner l'idée aussi à quelqu'un dans le 15e, voire le 16e, ça va apprendre, à notre avis, ça va, comment dire, c'est un projet qui va tout de suite donner envie à d'autres de continuer cette aventure, parce que c'est une aventure qui est commune à toutes les personnes qui travaillent dans les différentes coopératives. Et donc, pour nous, qu'on habite le 14e, on s'est dit, mais oui, au sud de Paris, il faut absolument avoir un magasin coopératif, c'est évident. Et en plus, on est très ancré 14e, c'est un peu la différence qu'on a avec les autres magasins coopératifs qui n'ont pas dans leur nom le chiffre du quartier. Et nous, en revanche, on s'est dit, on l'appelle COP14 parce qu'on veut vraiment que le projet se développe dans le 14e arrondissement. Donc, si on parle de choses concrètes, comment ça va fonctionner pour les gens? Quels sont les jours d'ouverture? Quels sont les horaires d'ouverture? La date d'ouverture, bien sûr, si on la connaît. Quel type de produits on va vendre? À quel prix on va les vendre? On a vu dans le reportage à Brooklyn que les prix sont nettement moins chers que dans les magasins alentours. Comment ça va se passer à la Porte d'Orléans? Alors, déjà, le concept de magasin coopératif, je dis juste quelques mots parce que peut-être que quelques personnes ne sont pas tout à fait au courant de comment ça fonctionne. Donc, c'est un magasin coopératif. On peut acheter les produits en devenant coopérateur. Donc, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Et pour devenir coopérateur, il faut acheter 10 parts du magasin, on va dire, 10 parts à 10 euros. Donc, c'est 100 euros qu'on investit dans le magasin. Et en plus de ça, il faut donner 3 heures de son temps pour son fonctionnement.
dans le reportage que vous avez vu, et parle de 2h45 par mois. Par mois, exactement, en sachant que les créneaux horaires, on va dire de 3 heures, ils vont se chevaucher d'un quart d'heure ou d'une demi-heure pour le passage de consignes pour les coopérateurs qui vont venir après, et donc prend la relève par rapport aux gens qui étaient de service avant. Donc les 3 heures de son temps qu'on donne par mois, c'est pour toutes les tâches, les différentes tâches qui sont présentes dans le magasin. Donc encore une fois, comme vous avez pu voir dans le petit reportage, il y a des gens qui arrivent très tôt le matin pour réceptionner la marchandise. Il y a des gens qui arrivent un peu après pour finir le nettoyage qui n'a pas pu être terminé le soir parce que c'était peut-être trop tard. En plus, avec la problématique Covid, il faut désinfecter un peu partout. Donc, c'est un peu plus qu'un nettoyage normal, on va dire. Après, il y a aussi la mise en rayon. Il y a aussi la gestion des caisses. Il y a aussi l'accueil des coopérateurs qui viennent acheter. Parce qu'il y a peut-être quelques personnes qui, en voyant le magasin, sont curieux, ils vont rentrer pour faire leurs achats. Et bien finalement, on va tout gentiment expliquer que ce n'est pas possible pour le moment, c'est-à-dire qu'on les invite à devenir coopérateurs pour pouvoir profiter de tout ce qui est présent dans le magasin et donc pouvoir acheter et faire leurs courses. Alors, donc, il y a beaucoup de missions bénévoles, effectivement, à remplir en tant que coopérateur, propriétaire de 10 parts. Propriétaire, oui. Donc, je repose mes questions. À quelle date le magasin va ouvrir? Alors, on était parti un peu sur une idée peut-être un peu folle d'ouvrir avant la fin de l'année. Bien évidemment, ce n'est pas possible parce qu'il y a plein de choses à préparer en amont. Et donc, du coup, on a été obligé, une fois qu'on a préparé les plans avec un architecte et tout ça, donc ils nous ont dit, écoutez, il faut pas rêver non plus. Donc, prenez un peu plus de temps pour ouvrir correctement. Et donc, du coup, on a dû repousser la date d'ouverture au printemps 2021. Ce sera ouvert quel jour de la semaine? Alors, normalement, on est en train de réfléchir, mais normalement, on vise à une ouverture sur les 7 jours de la semaine. Donc, un horaire un peu commun à d'autres magasins. En semaine, du lundi au samedi, on va dire entre 9-10 heures et 19h, 20h le soir, plus une ouverture le dimanche, 3 heures le matin, par exemple. Quel produit est-ce qu'on va y trouver? Vous êtes déjà en contact avec des fournisseurs, j'imagine. Oui, on a déjà contacté pas mal de producteurs de toutes sortes, avec une idée très claire en tête, de trouver nos produits, c'est-à-dire les produits qui seront mis en vente, d'abord dans les 100 km autour du point de vente, c'est-à-dire ce qui est considéré 0 km au kilomètre zéro. Après, tout ce qu'on ne trouve pas dans un rayon de 100 km, on élargit un peu et on va chercher les produits dans un rayon de 250 km. Et tout ce qu'on ne trouve pas dans les 250 km, je vais vous faire un exemple très simple, par exemple les agrumes. Les agrumes, malheureusement, on ne les produit pas partout en France, donc on est obligé d'aller les chercher dans le sud de la France. Est-ce qu'on aura du miel du pardon-souris? Absolument. C'était une des premières personnes que j'ai contactées pour une autre raison d'ailleurs, parce que j'ai très envie de prendre un cours d'apiculteur. Et donc, du coup, je suis allé vers Cyril, qui était d'un Serruche, au Pardon-Souris. Un très joli coin du Pardon-Souris que personne ne connaît peut-être, ou pas beaucoup de monde, parce qu'il est bien caché. Donc, les abeilles sont bien abritées avec un potager qui leur est dédié. Et donc, elles sont vraiment très bien au Pardon-Souris. Et le miel est très bon. Et donc, du coup, il y aura du miel de Pardon-Souris. Très bien. Alors, Stéphano, on a vu dans le reportage à Brooklyn qu'il y a essentiellement des produits bio à Brooklyn. Est-ce que chez COP14, c'est uniquement des produits bio? Alors, le concept du bio, bien évidemment, c'est notre priorité.
mais aussi les produits en conversion bio, les produits en biodynamie et des produits pour lesquels on connaît tellement bien les producteurs que même s'ils ne sont pas labellisés bio, on sait que leur démarche est dans la même direction que le bio. C'est-à-dire qu'il y a certains producteurs, des petits producteurs surtout, qui n'ont pas l'argent et le temps et les personnes pour gérer le label bio, mais qui sont tout à fait dans la même démarche. Donc, on a une garantie en les connaissant directement que leur production respecte exactement les mêmes critères que l'agriculture biologique labellisée. Encore une question très concrète. À quel prix ces produits vont être vendus? Alors, on ne peut pas donner aujourd'hui, pour un magasin qui va ouvrir dans quelques mois, le prix précis, mais est-ce qu'on sait déjà à peu près si ça va être le même prix qu'au Carrefour ou au Lidl d'à côté, ou est-ce qu'il y a 20% de réduction, ou 30% ou 50%? Comment vous allez vous positionner en termes de prix? Alors, d'abord, il faut parler un instant du concept du prix juste. C'est-à-dire que le rapport qu'on va avoir avec les producteurs, c'est un rapport de confiance, de collaboration, de coopération. Et parmi les critères qui doivent être respectés, c'est d'établir avec le producteur un prix juste, une juste rémunération du travail, dans le respect de la biodiversité, avec le respect des animaux aussi, parce que souvent on oublie ça. Et surtout que les agriculteurs, voire les producteurs, soient justement rémunérés. Parce que ce n'est pas notre idée d'aller exploiter les producteurs. On ne va pas les prendre à la gorge en disant il faut absolument que tu me fasses une réduction énorme parce que sinon je ne prends pas tes produits. On avait ce témoignage important dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, une dame qui disait quand je viens ici, je sais que je vais aider le fermier. Et cette notion-là, elle est très importante. Exactement, et c'est-à-dire que nous, les producteurs, on veut les mettre en avant. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura assez souvent des producteurs qui vont parler d'eux-mêmes et de leur production, parce qu'on veut effectivement, nous, on est un moyen de proposer les produits aux coopérateurs, mais c'est le producteur qui produit, justement. Et donc, du coup, c'est le producteur qui doit avoir la possibilité de parler aux gens et d'expliquer comment ils travaillent. Et donc, c'est vraiment un rapport de collaboration qu'on veut mettre en place avec nos producteurs. Et une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut revenir sur la politique de prix? Oui, je ne vais pas tarder. Donc, bien évidemment, je ne peux pas parler de prix tout de suite, mais je peux vous dire déjà que nous, on appliquera une marge de 23% en moyenne sur les produits en vente, en sachant que la grande distribution, normalement, en moyenne, applique des marges qui vont entre 40 et 45%. Et ça, pourquoi? Parce que c'est la marge minimale que va nous permettre de rentrer des dépenses. Donc, pour avoir une activité qui n'est pas en perte, bien évidemment, à part la première année ou la première année et demie, il faut tenir compte qu'on dépensera beaucoup d'argent pour rendre le magasin, pouvoir l'ouvrir au public, parce que pour l'instant, c'est une surface complètement brute, il n'y a rien du tout, il y a tout à faire. Et donc, comme je vous disais, la marge de 23%, c'est une marge au-delà de laquelle on ne peut pas descendre, au moins pour les 2-3 premières années. Après, on pourra peut-être envisager de faire un peu mieux, mais ce sera pour la suite. Mais on voit déjà que vous faites une marge 2 fois inférieure à celle de la grande distribution, et rien que ça, c'est intéressant. Oui. Et c'est grâce au bénévolat des coopérateurs que vous pouvez vous permettre
de réduire les marges commerciales. Je voudrais qu'on se tourne une minute vers Manon Bozek, donc, qui travaille avec moi à Mediatico, parce que vous ne savez pas, mais ça ne se voit pas quand on la regarde comme ça, mais en fait, Manon, elle est en Bretagne et elle travaille en permanence depuis la Bretagne. Elle est donc bretonne, et oui. Et en Bretagne, Manon, toi, tu viens d'adhérer à un supermarché coopératif qui s'appelle La Vénette. Est-ce que ça se passe de la même façon en Bretagne qu'à Paris ou qu'à Brooklyn? Alors, oui, moi, je viens tout juste du coup d'adhérer à la coopérative des Vénettes, donc comme vient de le dire Frédéric, en Bretagne, dans le Morbihan. Donc, c'est la première coopérative de ce genre dans l'agglomération vantaise. Je ne sais pas si vous connaissez Vannes. Enfin bref. Alors, je ne connais pas à 200% le projet, mais en tout cas, je me suis bien documentée dessus depuis que j'y suis. Donc, c'est un projet qui a été initié en 2017 et qui vient tout juste d'ouvrir du coup son marché coopératif depuis la fin du mois de septembre 2020. Donc, ça a pris quand même 3 ans après la première réunion publique qui avait donc initié le projet. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 200 coopérateurs. Je ne pourrais pas vous donner la superficie du magasin. Désolée, je me renseignerai, mais je pense que c'est un magasin qui doit faire 150 mètres carrés environ. Les conditions pour être coopérateur, c'est d'adhérer à l'association Les Amis de la Coop des Vénettes. Donc, c'est une adhésion, parce qu'on n'a pas encore parlé des prix pour le coût des adhésions, par exemple, à l'association que vous avez créée là. Pour la coopérative des Vénettes, c'est 5 € par an. Pour après acheter une part sociale de la coopérative et devenir coopérateur, c'est comme vous. C'est environ 100 €, enfin c'est même 100 € pour acheter une part sociale. Après, cette part, elle peut être moindre si vous avez moins de ressources. Et pour le coup, la coopérative ne demandera pas de justificatif, etc. C'est entre guillemets sur la bonne parole et le bien fondé des gens. Et voilà, je trouvais que c'était pas mal comme fonctionnement. Et enfin, pour être du coup coopérateur ou coopératrice, il faut donner 3 heures de son temps toutes les 4 semaines. Et que ce soit voilà, pour tenir la comptabilité, faire l'inventaire, gérer le magasin, gérer l'épicerie, la fromagerie. Voilà, donc c'est un supermarché qui a aussi pour ambition de proposer du bien manger accessible au plus grand nombre et qui stimule le tissu local. Donc, eux aussi, ils sont dans une logique quand même locavore. En fait, ils vont privilégier, même eux, plus pour le coup, le local que le bio. Je n'ai pas encore eu une discussion approfondie avec eux là-dessus, mais pour le coup, ils vont préférer aller chez des producteurs qui sont dans l'agglomération vantaise, qui ne vont pas tout faire en bio, mais qui vont faire la majeure partie de leur production en bio certifié. Et du coup, privilégier oui, ces produits-là. Après, pour tout ce qui est les produits, on va dire les fruits et légumes de la coopérative, pour le coup, ils sont tous bio. Mais par exemple, pour ce qui est de la viande, des fromages, je ne crois pas que ça soit que du bio, mais en tout cas, c'est que du local. Au niveau des horaires d'ouverture, c'est ouvert tous les jours de 16 h à 19 h. Et le mercredi et samedi, les horaires se sont calés sur les horaires de l'Emmaüs qui est juste à côté. Et je crois que c'est 10 h, 13 h et peut-être 16 h, 19 h de nouveau. Mais je vais vous mettre, ah oui, c'est ce que je voulais vous mettre, le lien du site, si vous voulez aller voir, dans le chat. Voilà, pour vous inspirer. Et vis-à-vis du petit film qu'on a vu juste avant, ça a été clairement l'inspiration. Ce film, ça a été l'inspiration pour la coopérative des Vénettes. Donc voilà. Merci Manon pour ce témoignage. Stéphano, est-ce qu'à COP14, il y a aussi une adhésion à prendre en plus des parts de coopérateurs auxquels tu nous appelles à souscrire en ce moment? Alors, bien évidemment, oui. Ce n'est pas une obligation, mais effectivement, l'association qui lance le projet, il faut savoir que s'occupera de quasiment toute la communication qu'il va y avoir autour du point de vente.
quand je parle de communication, ça peut être des ateliers qu'on va organiser dans le point de vente, ça peut être des ateliers de cuisine ou des ateliers zéro déchet, des ateliers sur le compostage plutôt que d'autres choses. Et aussi, il y aura des présentations de livres, des producteurs qui viennent parler de leurs produits, des dégustations de produits. Donc, il y a plein d'activités. En plus, toute la communication externe et la communication interne, en sachant qu'on est déjà, sans avoir ouvert, on est déjà plus de 600 coopérateurs. Et donc, oui, je dirais que ça serait un sacré coup de main d'adhérer à l'association en sachant que le montant pour adhérer, c'est à partir d'1 € symbolique. Après, l'adhésion est libre, c'est-à-dire qu'on invite les gens à mettre tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils ont envie de mettre, et ça sera très bien pour nous parce que vraiment, on a besoin de beaucoup de soutien. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que COP14, en fait, c'est deux structures. Il y a une coopérative à laquelle on vient s'approvisionner, dans laquelle on est coopérateur si on a acheté des parts de la coopérative. C'est donc la structure commerciale, c'est le magasin. Et puis, il y a l'association qui vient faire de l'animation à côté à laquelle on peut adhérer. Donc, on a bien deux structures qui marchent main dans la main, en fait. Exactement. Je pense que d'ailleurs, c'est comme la coopérative adhérée Manon. Parce que normalement, c'est des associations qui sont créées en amont, et après, c'est des associations qui portent un projet. Et après, le projet, donc, c'est une société à part entière, c'est-à-dire c'est une société coopérative. Il y a deux possibilités de société coopérative, la SCOP ou la SIC, et ça sera une SAS. On est encore en train de trancher si on sera une société coopérative de consommateurs plutôt que une société coopérative d'intérêt collectif, c'est-à-dire une SIC, mais au-delà de ça, on sera une société SAS, donc une société classique. Alors, Stéphano, tu nous as déjà dit beaucoup de choses sur le modèle économique, on a compris. Est-ce qu'il y a des éléments dont on n'a pas parlé sur le modèle économique? On voit l'association, bon, on sait comment fonctionne une association avec des adhésions, puis peut-être des subventions en fonction des actions qu'elle mène. La coopérative, on voit donc qu'il y a des coopérateurs qui souscrivent des parts, et puis il y a de la vente de produits et de l'achat, bien sûr, de matières premières. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur le modèle économique de COP14? Alors déjà, comme disait Manon, et c'est quelque chose de très important, chez nous aussi, il y aura la possibilité pour les personnes à faible revenu, les minima sociaux, les étudiants et les retraités avec des très faibles retraites. Et donc, ils sont invités à acheter bien évidemment des parts, mais il s'agira seulement de une part à 10 € et pour pouvoir avoir l'accès au magasin. Et pour certaines personnes aussi, on peut les exempter de travailler, on va dire, entre guillemets, 3 heures par mois, c'est-à-dire, par exemple, des personnes qui sont en situation de handicap, qui ont le droit, comme les autres, d'acheter dans nos magasins, mais peut-être ils n'ont pas la possibilité, effectivement, de donner 3 heures de leur temps. Les personnes âgées au-delà d'un certain âge, ils ont des difficultés de toutes sortes, peu importe. Et il suffit juste qu'ils nous disent, qu'ils nous préviennent du fait qu'ils ne sont pas en condition de pouvoir prêter 3 heures de leur temps, ou bien ils ne le prêteront pas, et ce ne sera pas un souci, ou bien ils peuvent donner leur temps autrement, c'est-à-dire pour l'association, même en distanciel, même en préparant des documents. Il y a plein de possibilités d'être coopérateur. Ce n'est pas seulement le fait qu'on donne 3 heures en présentiel dans le magasin. Voilà, c'est quelque chose de très important, ça. Oui. C'est important de le dire, effectivement. Sur la fin de la réflexion sur le modèle économique, il y a aussi le loyer, parce que le loyer, c'est forcément important dans la dépense que vous allez occasionner. Qui est le propriétaire du local et voilà, combien va vous coûter le loyer? Je ne sais pas si vous connaissez déjà le prix. Enfin, bon. Alors, l'histoire du local, c'est une histoire assez récente, c'est-à-dire que le complexe résidentiel dans lequel se situe le local, il est tout nouveau.
Pour les gens qui connaissent le quartier, c'est tout le long du boulevard Jourdan, donc à la Porte d'Orléans, et c'est le quartier qui a été construit là où il y avait anciennement les entrepôts de la RATP, des bus. Et donc, c'est un énorme espace entre la Porte d'Orléans et l'ex-garage Citroën, qui est maintenant la maison des réfugiés. Et là, il y a une grande partie, quasiment tous sont des logements sociaux. Et il y avait deux surfaces côté rue, et donc une surface qui a été occupée récemment par une crèche, et une autre surface que la mairie du 14e avait en tête de destiner à une activité comme la nôtre. Voilà. Donc, du coup, ça a été facile de se rencontrer au niveau des, comment dire, on a eu la même idée en même temps. On s'est retrouvés avec la mairie et nous ont dit super, vous avez l'idée de lancer le magasin coopératif et nous, on a une surface qu'on aimerait bien pas vous donner, bien évidemment, parce qu'il ne s'agit pas d'un don. Et donc, ils nous ont dit, allez visiter le local, si ça vous convient. Après, vous ferez toutes les démarches pour entrer, pour être pas propriétaire. On parle de copropriété du magasin, mais c'est pas, en effet, quand on devient coopérateur, mais en effet, on n'est pas propriétaire du local réellement. Parce que vous ne serez pas propriétaire des murs, mais vous serez propriétaire du fonds de commerce, en fait. Oui, il s'agira d'une location. Et donc, la petite histoire, c'est que le local, à l'origine, c'était le local RATP, donc, qui était propriétaire après de la mairie de Paris. La mairie de Paris, dans un récent conseil de Paris, voire le dernier, je pense, ils ont passé le local à la RIVP, donc le bailleur social, qui est devenu propriétaire du local, et c'est avec la RIVP qu'on signera le bail. Très bien, Voilà. C'est une bonne nouvelle. En plus, vous avez donc le soutien de la municipalité pour cette action. Vous avez trouvé un local, il n'y a plus qu'à démarrer. Donc, c'est une excellente nouvelle. Je propose qu'on aille voir un petit peu du côté des questions du public. Oui. Parce que forcément, voilà, alors on a quelques personnes qui ont posé des questions à la fois pendant le film et pendant notre discussion. Et je propose que ce soit Manon qui distribue la parole. Manon qui a repéré les questions dans le chat et donc qui va ouvrir les micros un par un pour vous passer la parole maintenant, à vous qui êtes avec nous sur cette rencontre. Alors oui, il y a déjà eu pas mal de réponses de la part de Stéphano aux questions posées. Juste Thomas, peut-être que tu souhaites en savoir un petit peu plus sur les pouvoirs publics et leur investissement. Ça, du coup, Stéphano en a parlé avec au moins la mairie de Paris. Je voulais savoir quel levier, qui vous aviez contacté pour mettre en place ce projet. Est-ce que le projet a intéressé directement les pouvoirs publics et dans quelle mesure ils vous accompagnaient, mais tu as déjà pas mal répondu à la question. Donc, Oui, en effet c'était quelque chose de naturel d'aller tout de suite vers la mairie du 14e quand on a commencé à avoir l'idée de lancer le projet COP14. Donc, on n'a pas hésité d'aller voir directement la maire Karine Péty avec ses élus pour leur présenter le projet. Et c'est à ce moment-là où ils nous ont proposé, c'est-à-dire qu'on avait visité pas mal de locaux pour essayer de trouver une surface qui nous convenait. On a eu, comment dire, on s'était dit, zut, c'est un peu compliqué parce que les loyers, ils sont hyper élevés. Donc, comment on fait pour pouvoir y arriver? Et donc, mais juste après, on a eu la chance de nous voir un peu proposer ce local et on l'a visité et on s'est dit tout de suite, il ne faut pas hésiter, c'est le local qu'il nous faut, il faut se lancer tout de suite là-dessus et voilà.
Donc, c'était quelque chose d'assez naturel. Après, on s'est rencontrés tout de suite au-delà de la mairie avec la RIDP, avec la mairie de Paris aussi. Parce qu'à l'époque, quand on a commencé à le visiter, c'était un local de la mairie de Paris. Et donc, après les différents passages, ils se sont faits de façon assez naturelle et on avance vite de ce côté-là. Malheureusement, la partie où on va prendre pas mal de temps, ce sera la partie des travaux, parce qu'on démarre à zéro, et donc du coup, ça va prendre effectivement quelques mois. Et tu as appel à qui justement pour ces travaux? Alors, on a fait une sélection parmi les cabinets d'architectes, et je ne dis pas par hasard, parce que là aussi, il faut aller vers la proposition la moins chère, comme on fait dans tous les appels d'offres, avec certaines garanties, bien évidemment. Et ce sera un cabinet d'architectes, je ne sais pas vous dire le nom parce que je ne l'ai pas en tête, mais c'est du 14e arrondissement. Donc, on reste encore une fois encore plus ancré dans le 14e. C'est véritablement un projet à 100% 14e. Ok, merci pour la réponse Stéphano. Il y a Caroline, je vais vous ouvrir votre micro, qui souhaitait en savoir plus sur les produits. Caroline. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, bonsoir. Vous avez parlé effectivement un peu de l'approvisionnement local, etc. Mais par rapport à la surface, je souhaitais savoir si vous aviez privilégié certains rayons ou si vous en aviez écarté d'autres en termes de… Pardon, excusez-moi. C'est par rapport aux produits. Et si vous aviez écarté certains articles ou certains types de produits, ou comment vous aviez fait votre choix? Alors sur les produits, c'est une belle question. Alors, on a commencé un peu en se disant il faut proposer le plus de produits possibles et au meilleur prix possible, c'est-à-dire déjà présenter différents niveaux de prix, des prix d'entrée pour les personnes qui ont des faibles revenus. On veut proposer des bons produits à un prix très accessible. Ce n'est pas évident parce qu'on ne peut pas compter sur les quantités, parce qu'en étant une petite surface de 200 mètres carrés, on ne peut pas commander des quantités énormes de produits. Et vous savez très bien que plus on commande et plus le prix d'achat est réduit. Et donc on fera de notre mieux pour avoir les meilleures choses. Et en revenant au discours de choix de produits, je vous fais un exemple très bête. On était parti, mais sur, par exemple, le frais, donc les fruits et les légumes. Qu'est-ce qu'on va faire, par exemple, pour les bananes? Parce que les bananes, c'est quelque chose que tout le monde mange. Mais si on veut rester dans les 100 km, voire dans les 250 km, voire dans le reste de la France, on n'aura pas de bananes. Au mieux, on peut avoir des bananes françaises, mais qui viennent de Guadeloupe et Martinique. Donc, empreinte carbone, comment dire, pas très limitée, je veux dire, mais en effet, on ne peut pas non plus ne pas proposer des bananes. Donc, et la même chose, ça sera pour d'autres produits. Par exemple, je pense par exemple au café, au thé. Il y a au cacao, donc le chocolat. Donc, c'est une évidence, il n'y a pas de matière première en France. Mais il y a des très bons transformateurs, torréfacteurs pour le café, par exemple, ou des laboratoires qui transforment le fève de cacao en très, très bon chocolat. On en a d'ailleurs dans le 14e arrondissement. Et donc, on essaie de faire notre mieux. On essaiera de proposer la plus large palette possible de produits en sachant que les coopérateurs pourront nous proposer aussi des produits que dans un premier temps, ils ne trouveront pas dans le magasin parce qu'on ne peut pas tout avoir. On aura quelques centaines de références au démarrage,
Mais par exemple, s'il y a un coopérateur qui vient au magasin pour faire ses courses, il ne va pas trouver, je ne sais pas, je dis un truc au pif, une brosse à dents en bambou, parce que ça fait du bien, c'est du 100% recyclable, mis à part la tête de la brosse à dents, parce que c'est en nylon, donc du coup là, on ne peut pas la composter. Et donc, si par hasard, on n'y a pas déjà encore pensé, on fera notre possible pour pouvoir proposer dans les meilleurs délais des produits qui ne sont pas disponibles à la vente. Merci Stéphano. Merci Stéphano. Et on a eu aussi des questions de Ronald, mais qui est parti, mais que je me permets de poser. Il souhaitait savoir s'il y allait y avoir des salariés à la COP 14 et également quel était le nombre de coopérateurs maximum qui allaient pouvoir acheter des parts à la COP 14. Alors, concernant les salariés, ce n'est pas à l'ordre du jour au moment de l'ouverture, c'est-à-dire qu'il n'y aura que des bénévoles. À terme, on a déjà réfléchi et dans nos simulations de business plan, on prévoit en effet d'avoir un, voire plusieurs salariés à partir de la deuxième année, voire la troisième. Et donc, il y aura effectivement quelques salariés en perspective. Pour ce qui concerne la quantité de coopérateurs, il n'y a pas une limite aux coopérateurs. On est déjà à plus de 600. On visait à 400, 450 au début quand on réfléchissait effectivement sur la quantité de coopérateurs nécessaires, en sachant qu'avec des créneaux horaires, comme je vous ai dit, c'est-à-dire c'est des créneaux assez larges, qui peut-être on n'aura pas tout de suite, mais bon, à terme, on envisage de rester ouvert le plus de temps possible. Et donc, sur un mois, il faut compter 430 coopérateurs à peu près pour permettre au magasin de rester ouvert entre 9h du matin et 20h le soir, du lundi au samedi, et 3h le dimanche. Bon, c'est quand même pas mal de monde. Mais on vise à monter en puissance parce qu'on a récolté plus de 600 adhésions et les projets viennent de démarrer. Bon, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de monde qui s'intéresse. La question de Ronald, c'était aussi vis-à-vis justement des 200 mètres carrés. En fait, on a pu voir dans le film qu'ils étaient maintenant tellement sur leur superficie de 1000 mètres carrés de magasins. C'était plus savoir le nombre maximum de coopérateurs, entre guillemets, en fonction des 200 mètres carrés. Alors, non, présent dans le local au même temps, au démarrage, il y aura 4 personnes, on va dire, qui vont gérer le local quotidiennement. Voilà, il n'y aura pas plus de 4 personnes à la fois, en sachant que les créneaux horaires ils se superposent sur une demi-heure ou un quart d'heure. Donc, du coup, il y a le moment d'échange de l'équipe où il y aura, présente sur le magasin, il y aura les deux équipes. Oui, c'est-à-dire l'équipe qui est en train de partir et l'équipe qui vient d'arriver. Et donc, il y aura un moment, un quart d'heure ou une demi-heure où il y aura, on va dire, 8 personnes. Mais normalement, il y a 4, au maximum 5 personnes. Mais je reprends la parole du coup, Stéphano, pour une dernière question sur le nombre de coopérateurs à nouveau, mais pas en fonction de la superficie. Le nombre de coopérateurs en fonction du capital de la coopérative. Si vous acceptez autant de coopérateurs que vous le voulez, ça veut dire que c'est une coopérative à capital variable. Oui. Et du coup, j'ai oublié ma question. Du coup, c'est une coopérative à capital variable. C'est bien ça ? Oui, bien sûr. Si, j'ai retrouvé ma question. Oui. Et que se passe-t-il le jour où je veux revendre mes parts de coopérateurs ? Alors, c'est en effet une coopérative à capital variable, c'est-à-dire que les coopérateurs, il y aura des coopérateurs, à part le noyau dur, on va dire, il y aura une marge de peut-être 5-10% de coopérateurs qui vont quitter, voire rejoindre la coopérative sur la vie normale de la structure sur une année de fonctionnement.
Et donc, comment dire, quand on achète les parts, on ne donne pas de l'argent en réalité, c'est-à-dire on met à disposition de la coopérative de l'argent pour permettre son fonctionnement. Quand on décide pour une raison ou une autre de quitter l'aventure, pour des raisons personnelles qui peuvent être un déménagement, plutôt que non, je n'ai plus envie parce que j'ai changé mes habitudes, non, finalement c'est trop loin, voire autre chose, on peut récupérer à n'importe quel moment le montant versé. Donc on peut rendre les parts et on est remboursé en temps réel, en sachant que bien évidemment la première année, année et demie, si on veut récupérer les parts, l'argent des parts, on sera déduit d'une petite somme parce que jusqu'à ce que le magasin ne fera pas des bénéfices, donc il faudra prendre en compte ça. Mais normalement à régime, oui, on peut récupérer les parts quand on veut quitter l'aventure. Qui rachète les parts? C'est le magasin lui-même ou il faut trouver quelqu'un qui va nous racheter nos propres parts? Non, et il ne faut pas trouver du tout quelqu'un d'autre. Donc, on les remet à disposition de la coopérative et sont là. C'est pour ça qu'il s'agit d'un capital variable. Et donc, la première personne qui va décider de rentrer dans l'aventure, il ne va pas racheter les parts qu'a laissé la dernière personne. Il va acheter des parts comme ça. Ce n'est pas quelque chose, comment dire, un échange entre une personne et une autre. Bon, Stéphano, merci beaucoup pour ce tour d'horizon très complet quand même sur COP14, sur le fonctionnement de la coopérative, sur l'engagement des coopérateurs, sur le bien manger pas cher dans le 14e arrondissement de Paris. On arrive maintenant à la fin de cette première séance de notre cycle de ciné-débat Voir et agir au Moulin à Café. Et comme je vous le disais au début, en fait, ce qu'on vous propose à la fin de cette séance, c'est de passer à l'action. Alors, je ne sais pas parmi vous qui est déjà engagé auprès de COP14, et je précise que c'est la première fois qu'on met en place cette organisation-là au Moulin à Café, ce cycle ciné-débat Voir et agir. Mais maintenant, je vais vous proposer un petit sondage pour savoir par quels moyens vous souhaitez agir. Alors, je vais demander à Manon de vous montrer le premier sondage que nous faisons auprès de vous. Comment souhaitez-vous agir à partir de maintenant? Manon, est-ce que tu as la main? Oui, tu as la main dessus. Comment souhaitez-vous agir? Alors, soit on peut donner du temps en devenant coopérateur, en devenant bénévole, soit vous pouvez donner de l'argent en adhérant à l'association ou en faisant un don financier. Soit vous pouvez décider de rédiger une lettre à des élus pour leur dire mais si, il faut absolument soutenir ce projet de coopérative dans le 14e arrondissement ou ailleurs, d'ailleurs à Paris ou en France. Ou on peut avoir encore d'autres moyens d'agir que je ne soupçonne pas à l'instant, mais vous pourriez vous dire bah oui, mais on peut aussi intervenir pour aider COP14 par un autre moyen que ces trois moyens-là. Donc je vous invite à voter maintenant et puis quand tout le monde a voté, on met fin au vote. Il y a déjà 50 secondes qui se sont passées. Je ne sais pas du tout s'il y a une durée limitée pour ce sondage. Voilà. Je vois que vous êtes au moins 4 à avoir voté. Ah, j'ai quelqu'un qui nous propose un autre moyen. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais il va falloir qu'on lui donne la parole pour qu'il nous dise mais par quel autre moyen est-ce qu'on peut agir? Et je vous propose qu'à 1 minute 30, donc dans 15 secondes, on arrête les votes. Donc si vous voulez voter, vous n'avez pas encore voté, vous votez maintenant. Encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Fin des votes. Maintenant, je te laisse mettre fin au vote. Parfait. Donc, alors, vous êtes 86%. Il faut dire qu'on n'est pas super nombreux, hein, mais vous êtes 86% à accepter de coopérer, de donner de votre temps pour devenir bénévole à la coopérative COP14. Très bien. Vous êtes 71% à accepter de donner de l'argent sous la forme d'une adhésion, la souscription d'une part de coopérative ou en faisant un don financier. Et puis, on a une personne qui nous dit on peut encore agir
d'une autre façon. Qui est cette personne? Est-ce qu'elle peut lever la main pour qu'on lui ouvre le micro? C'est Cyril. Maintenant, est-ce que tu peux ouvrir le micro de Cyril? C'est bon, normalement. Alors Cyril, alors bah oui, Cyril, on ne l'a pas entendu. On a juste compris qu'il était apiculteur au parc Montsouris. Bonsoir Oui, Cyril. bonsoir à tous. Oui, bah, en fait, pour moi, c'est plutôt simple. Le autre, parce que je suis apiculteur en bio. Donc, j'ai effectivement des ruches dans le parc Montsouris depuis 1 an et demi, mais j'ai aussi mon exploitation depuis un paquet de temps qui est en bio dans l'Essonne. Donc, l'autre moyen, bah, c'est tout simplement de vous proposer des bons produits, quoi. Voilà. Excellent. Eh ben, c'est évidemment une excellente suggestion. Merci Cyril. Il y a une deuxième question, Manon, à laquelle on va inviter nos participants à répondre. Est-ce que vous pensez qu'on peut agir tout de suite? C'est-à-dire, quand je vous dis tout de suite, c'est maintenant, jeudi 5 novembre à 19h59. Est-ce qu'on peut donner de l'argent maintenant? Est-ce qu'on peut devenir coopérateur maintenant? Ou est-ce que vous avez envie de le faire maintenant si ce n'est pas déjà le cas? Ou est-ce que vous préférez attendre? Je vous laisse donc voter. Les réponses sont assez faciles, entre oui et non. Bon, tout le monde a voté. Donc, on a une personne qui souhaite, on peut arrêter, mettre fin au vote. On a une personne qui souhaite attendre, mais tous les autres qui souhaitent pouvoir agir tout de suite. Je ne sais pas si vous êtes déjà coopérateurs tous autant que vous êtes. Et du coup, comment est-ce qu'on fait, Stéphano? Comment est-ce qu'on fait si on veut intervenir tout de suite pour aider COP14? Qu'est-ce qu'on peut leur donner maintenant comme indication pour agir? Alors, la première chose qu'on avait déjà dit avant, il faudrait adhérer à l'association. Adhérer à l'association, on va tout simplement sur le site cop14.fr et à travers le formulaire contact, on va rentrer dans la mailing list de la COP14. Ça sert à quoi d'adhérer? On l'a déjà expliqué. De communication, voire autre chose autour du point de vente. Mais ça permet aussi de recevoir les mises à jour sur l'avancement de projet à travers surtout une newsletter. Et il y aura d'ailleurs le 3e numéro de la newsletter qui va être envoyé à tous les futurs coopérateurs avant la fin de la semaine, parce qu'on est en train de lancer une campagne de soutien, parce que pour le démarrage, on a besoin d'énormément de fonds. Bien évidemment, on va aller vers les banques. D'ailleurs, le crédit coopératif, ça va être un de nos partenaires, pour différentes raisons, parce que le crédit coopératif a vocation à soutenir des actions comme la nôtre, et parce que ils sont aussi la 14e et juste derrière. Ils sont rue de la Tombissoire, oui. Donc, on est vraiment encore une fois très ancré 14e. Donc, on aime bien travailler avec les acteurs du 14e. Voilà. Et donc, au-delà du fait d'adhérer à l'association, ça permet d'être connecté au monde COP14 via la newsletter et via les visites du site ou de la page Facebook ou Instagram. Donc, on peut, pour les gens qui ont un peu, comment dire, sont habitués à faire avec un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Donc, il y a ces 3 possibilités de s'informer, d'être à jour sur le projet, parce qu'on veut, comment dire, on est très transparent. Donc, tout ce qu'on fait, on le déclare tout de suite. Donc, rien n'est caché. Et donc, je reviens un instant à la newsletter qui va être envoyée en fin de semaine. On demande un effort. Et comment on le demande? Il y a différentes façons. Déjà, de se manifester et manifester sa volonté à devenir coopérateur, c'est-à-dire d'acheter tout de suite les 10 parts. Pour l'instant, on lance seulement cette possibilité, et la possibilité pour les minima sociaux, les retraités, voire les étudiants, ce sera un tout petit peu après. Pour les moments, donc, on demande
aux personnes qui sont censées acheter les 10 parcs de les acheter et de faire encore plus un geste vers la coopérative s'ils en ont la possibilité, c'est-à-dire de investir un peu plus d'argent. Il y aura plusieurs possibilités, ou à travers un don à la société, ou à travers, je ne pourrais pas encore le dire parce qu'on est en train de ficeler les choses, mais à travers un prêt sur le long terme, c'est-à-dire un long terme, ça peut être sur 3 ans, on va dire, entre 3 et 5 ans, avec probablement un petit pourcentage sur l'investissement, le moment où on récupère l'investissement. Et après, donc je vous ai dit le don, et après, on a à l'étude encore une 4e possibilité que pour l'instant, je ne vous dirai pas. On voit qu'il y a des choses. Vous saurez à travers la newsletter. On voit, Stéphano, voilà, qu'il y a des choses qui sont encore en train de se préparer. On est en train de finaliser les différentes possibilités. Voilà, il y aura bien évidemment des actions sur les plateformes de budget participatif aussi. Bon, il ne faut pas oublier ça. Donc, on est un peu partout. Il y a énormément de perspectives. Merci beaucoup, Stéphano, pour toutes ces précisions sur COP14. Je précise que Manon a mis dans l'onglet de conversation l'adresse du site internet de COP14, évidemment. Donc, c'est dans sa rubrique contact que vous pouvez aller pour manifester votre soutien à COP14. Je vous propose, moi aussi, qu'on reste en contact et de laisser vos coordonnées email dans l'onglet de conversation de cette fenêtre Zoom, d'une part pour que COP14 puisse avoir vos mails s'il ne les a pas déjà, pour que le Moulin à Café aussi puisse avoir vos mails s'il ne les a pas déjà, pour qu'on puisse vous tenir au courant de la suite de ce cycle de ciné-débat Voir réagir, qu'on essaiera de tenir en présentiel autour d'un dîner-débat quand on aura le droit de rouvrir le Moulin à Café. Et en tous les cas, ça vous permettra aussi de recevoir également la newsletter du Moulin à Café. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous laissez vos adresses email dans l'onglet conversation. Merci à toutes et à tous. Merci Stéphano Sironi de COP14 pour cette longue présentation de COP14. Merci Manon pour ton aide et ta participation sur cette animation. Merci au Moulin à Café pour l'organisation de cette soirée. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et à très bientôt au Moulin à Café, à COP14 ou dans le 14e arrondissement.